disons un grand bonsoir à tout un chacun. Et nous voulons saluer nos internautes spécialement, ainsi que nos auditeurs qui nous écoutent à partir de Radio Aquinoise Internationale depuis la France. Et c'est votre émission préférée, émission hebdomadaire que vous suivez tous les samedis à compter de 2h30 sur la Radio Aquinoise Internationale. Et vous pouvez suivre notamment sur notre site web www.jcmgraphmagazine.com. Eh bien, comme tant annoncé, nous recevons la députée de Milo, Plaine du Nord, et elle répond au nom de Marie-Josie Étienne Pierre. Alors, Madame la députée, Musac Magazine, par le biais de Actes Jeunes, vous salue. Je vous salue aussi, Musac Magazine. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vous, de votre carrière, tout ce qui se passe dans votre vie et ce que nous autres nous ne savons pas encore? Tout d'abord, je suis Étienne Marie-Josie, Oui. originaire de Milo, Ok. et députée de la 48e législature et de la 49e législature, mariée, 3 enfants, née à Milo. Et j'ai passé tous mes études primaires à Milo, études secondaires au Cap-Haïtien. Ma formation c'est technicienne de laboratoire, un grade de ce métier et gestionnaire des projets. Et alors, une formation en droits humains et enfin une formation sur genre et développement. Là, j'ai passé 2 ans et demi en Italie, la ville de Turin, justement pour gagner une connaissance sur la question de genre et développement. Et j'ai fait une spécialisation sur un budget sensible au genre, et c'est la cause des femmes par rapport à ma formation que je fais pour le Parlement. Bien. Ok, et député Pierre, normalement, gagner sous question Jean Lanté, gagner un bureau qui est à peine créé dans le Parlement haïtien. Est-ce qu'on a nous plus information de ça? Oui. Et arrivé au Parlement en 2006, il y avait un problème. La question des femmes au Parlement, c'est une question qui ne fait pas à de grandes choses. Là, arrivé en 2006, je travaillais avec la ministre d'alors qui était Marie-Laurence Jocelyn Lasègle sur la paternité responsable et sur la question des femmes qui vivaient dans le glaçage, qui sont 80% en Haïti. Et là, je commençais à voir la problématique des femmes dans la société. Et après, là, nous travaillons sur la question affaires sociales, mais arrivé à la fin de 2008-2009, il faut travailler sur l'amendement de la Constitution pour avoir la déclaration d'amendement. Et nous allons travailler beaucoup justement pour accepter dans l'amendement qu'il y a un quota 30% des femmes pour la 48e législature. Et j'ai fait la déclaration d'amendement, j'étais députée. Après de 2006 à 2010, mon mandat est terminé. J'étais candidate à nouveau. Et là, j'ai passé dès le premier tour du Parti libéral haïtien PLH. Tout de suite, à l'aube de la 49e, le 25 avril 2011, nous aurons à voir l'amendement de la Constitution. Et là, pour le quota de 30%, je me bats beaucoup avec les hommes parce qu'il y avait environ 94 députés dès lors, seulement 5 femmes. Et
Pour l'Assemblée nationale, nous avons environ 30 sénateurs, seulement une femme. Et c'était qui? Et c'était Edmond Bourdieu. Et là, avec ces petits nombres, ces petits chiffres, nous ne pouvons rien faire parce que Pas là-bas, grand-chose, bien entendu. oui, parce que là-bas, c'est la majorité, c'est Oui. la voix de la majorité. Mais justement, on dit ça souvent, la majorité emporte. Oui. C'est toujours ça. Et nous sommes, les femmes, En minorité. en minorité suite. Oui. Oui. En minorité suite. Et là, je vais dans la séance, j'étais secrétaire du bureau de l'Assemblée nationale. Mhm. Je me suis obligée de désiéger de mon siège pour aller dans l'Assemblée pour plaider ma cause. Et là, j'ai regardé le sénateur Lambert, qui était le chef de GBR de la majorité des députés et des sénateurs. Quand je vois, les hommes disaient à la Chambre des députés, pourquoi on a une femme pour président? Elle était dans la porte, et puis nous n'avons pas voté, mais aujourd'hui, je dis, vous parlez des femmes, du quota, pourquoi? Et puis je dis, regarde, je connais bien le sénateur Lambert. Il aime les femmes. Ce n'est pas seulement sa femme, ses filles et sa soeur, ma mère, mais il aime les femmes du Sud-Est qui ont voté et qui est sénateur aujourd'hui. Sénateur Lambert, les femmes du Sud-Est. Grâce à la majorité des femmes, bien entendu. Oui, grâce Ça, à nous sommes à 52%. 52%. Oui. Et puis je dis, le sénateur Lambert, regarde, les gens de Jacmel vous regardent. Vous avez une vote pour les femmes ce soir. Il faut décider. Oui. Et puis il était le chef de la majorité. Il a dit, oh je sais. Il a écrit un petit note, il a passé. Et là, le combat était Déjà lancé. J'ai passé toute une nuit dans ce combat. Et là, nous sommes accouchés le quota minimum de 30%. Et après le quota, mais le quota est vague, bien sûr. Oui. Parce qu'une loi qui n'a pas de sanction, ce n'est pas une loi. C'est pas une loi. Et maintenant, je commence à travailler sur une loi d'application du quota minimum de 30%. Et arrivé là, en 2013, il y avait le député Colbert Electric qui était le président de la Chambre des députés. Je vois qu'il aime les femmes. Je dois dire ça très franchement. À son arrivée, j'ai travaillé beaucoup avec. Alors, vous voulez dire, l'ex-président de la Chambre basse serait-il en partie un membre du féministe, quoi? Je crois, par son action, oui. Et puis là, j'aime travailler, il me regarde, et puis je dis, député, président Tolbert, j'aimerais avoir une structure au niveau national qui compose la commission de droits de la femme au Parlement, la commission affaires sociales, qui compose le ministère à la condition féminine, qui compose les organisations de femmes en Haïti, et avoir un réseau national pour défendre cette cause. Il a accepté et j'ai fait des débats au niveau des organisations, au niveau des institutions. Et là, nous avons gagné la bataille puisque nous avons une structure qui s'appelle Côté. Et là, le Côté, c'est le Parlement, c'est le ministère à la condition féminine, les organisations de femmes qui se composent. Alors, ça définit quoi, Côté? Côté, c'est comité d'appui et au quota de 30% des femmes. Là, avec le président Tolbert, on va commencer à travailler sur la question qui était sensible pour moi, l'adoption. Parce qu'après 2010, nous avons environ 10 000 enfants qui laissent Haïti
de bonnes ou de mauvaises conditions. Et là, il y a beaucoup d'enfants qui arrivent là-bas, qui voyaient. Et dans le foyer, c'est 2 femmes. Oui. Dans le foyer, c'est 2 hommes. Oui, en fait, ça rentre dans le cadre de mariage pour tous. Ils n'ont pas ces habitudes-là. Ok. Et par exemple, en France, même quand on a adopté les enfants, ils n'ont pas le droit Ok. de bénéficier ou bien Légitimité. ce n'est pas légitimité, non, mais quand héritage, Ok. héritier, Mhm. ses parents. Oui, oui. Là, il fallait une loi en Haïti sur l'adoption. Ok. Je travaillais sur cette loi, j'étais présidente de la commission Ok. et le président Tolbert était président de la Chambre des députés. Il m'accompagne et là, nous sommes atterris à le rapport et la loi, le projet de loi mis en débat, j'ai gagné encore une nouvelle fois cette bataille. Et je vais travailler avec la commission au Sénat et là encore au Sénat, on a tout gagné. Ok. Voilà, on dit bon, si on avait tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Aujourd'hui, dans les universités en Haïti, à l'école, on n'a pas un cours. On n'a pas un professeur qui pouvait parler sur la question de genre en Haïti. Oui. Mais c'est une question non seulement société, mais c'est la question des hommes et des femmes dans le Exactement. pays. Mais Les on citoyens. n'a pas en Haïti. Aujourd'hui, il faut institutionnaliser la question de genre en Haïti. Pour ça, moi, j'ai lancé un combat pour avoir dans cette institution qui est le Parlement haïtien, avoir non seulement une commission qui travaille, même genre, même façon, il y a la commission finance au Parlement. Et pourquoi pas, on n'a pas une commission qui travaille sur la question d'équité de genre. Oui, oui, oui. Et là encore, j'ai gagné cette bataille. Aujourd'hui, on a une commission à la fin de cette législature. On a une commission d'équité de genre. Et en 2014, j'ai parlé au député, au président Tolbert. Alors, je dis président Tolbert, je vais vous demander une chose. À partir de ma formation sur la question de genre, et il y a un vide total sur cette question en Haïti. Il faut commencer à institutionnaliser la question d'abord. Oui. Pourquoi pas? Il n'y a pas un bureau. Est-ce que vous pouvez me donner un endroit, un siège pour mettre ce bureau? Il demande quelle est la mission de ce bureau. Vous lui avez fait cette proposition en séance ou face à face? Face à face, parce que les hommes sont en majorité. Si je parlais avec tout le monde, non, nous ne sommes pas d'accord, on va tout bouleverser. Ok, vous l'avez fait ça à huis clos? À huis clos. J'ai écrit une lettre administrativement pour demander au président de la Chambre de me donner un endroit, un petit endroit pour mettre ce bureau. Il a accepté volontiers. Tout de suite, je vais au Parlement, au Sénat de la République pour faire la même demande. Et puis, quand j'ai rencontré le président de l'Assemblée nationale, le sénateur Guérin, j'ai exposé la situation, la cause. Il a accepté volontiers, il a dit, voilà la réponse, la lettre. Et ce bureau est là pour la vie. Pour la vie. Bon, ce bureau existait. Oui. Mais maintenant... Est-ce que c'est fonctionnel à présent? Oui. Où sont les moyens? Par exemple, les matériels financiers? Non, nous n'avons pas jusqu'à présent. Mais où allons-nous trouver de l'argent? Ou bien les matériels? J'écris le PNUD et faire une demande pour de mobilier, les matériels, c'est tout fait. Quelle est la mission de ce bureau? La mission de ce bureau, c'est justement pour dire les projets de loi
qui sont dans la Chambre des députés, qui sont au Sénat, il faut faire une analyse selon le genre avant de voter. Et après, le bureau va travailler aussi avec les commissions qui concernent les lois. Par exemple, il y a une loi qui concerne la justice, la commission de justice, un projet de loi. On va travailler, le bureau technique va travailler avec la commission justement pour analyser. Quand on a un budget national, on parle, on fait le budget, on ceci, on cela, mais on n'a pas un moyen pour analyser le budget, pour avoir un budget sensible aux gens. Un budget sensible aux gens, c'est un budget qui est sensible à ni les hommes, ni les femmes. Voilà. Et en gros, le 2 décembre 2014, on a pu inaugurer ce bureau et c'était extraordinaire et émouvant de voir encore ça. Ok. Mais à présent, est-ce que c'est toute cette qualité qui vous ont valu ce prix, cette distinction du département américain en 2013, Femme Courage 2013. Bon voilà, on a tant d'autres choses qui peut-être qui motivent ça. Par exemple, je travaille et en 2006, 2008 sur la loi, le projet de loi qui concerne la paternité responsable. Et après, je travaille sur la question, malheureusement, sur la question de plaçage en Haïti, Union Libre, qui a environ 80% des femmes qui ont cette situation. Voilà une femme qui travaille avec un homme pendant 40 ans. Pendant 40 ans, la femme travaille, on obtient une maison de terrain. Malheureusement, le mari est mort. Et puis, on ne peut pas avoir une chambre dans la maison. Sous prétexte qu'il n'était pas marié. Non, il n'était pas marié. C'est une injustice sociale. Il faut corriger cette injustice. Mais là, et après, je travaille sur la question du quota minimum de 30% qui était vraiment dans l'Assemblée nationale pour une femme convaincre. 94 garçons, c'est difficile en Haïti. Pour une femme convaincre 30 environ sénateurs, c'est pas facile. Ça, c'était une femme courage. C'était vraiment, j'étais vraiment dépassée. Et là, le monde entier regarde comment ça finit. Et au Parlement, toujours, j'ai un bilan depuis le président Tolbert, je peux vous dire, et s'il y a 95 ou 94 députés qui étaient là, moi je fais une mission accomplie parce que c'était moi en tant que président d'une commission, bien des commissions, quand j'ai un projet de loi en main, je travaille et je fais voter. Et je vais vous donner plusieurs exemples. Et en Haïti, nous avons un problème. Nous sommes des potentiels migrants. Nous sommes tous des touristes. C'est comme si vous voulez aller au Canada, vous êtes là, mais vous voulez vivre au Canada. Moi, je vais aux États-Unis, à Saint-Domingue. Mais Haïti n'a pas signé la convention qui concerne le travail des travailleurs. Cette convention-là. Mais il n'a pas signé encore la convention qui protège les travailleurs et sa famille. Là, il fallait une loi comment traiter les personnes, la traite des personnes. Et au Canada, nous avons environ 60% de nos cadres qui sont en fuite là-bas. Aux États-Unis, tant d'autres. Eh bien, je vais travailler en 2013 sur une loi contre la traite des personnes. Et j'ai fait mon rapport, j'ai motivé mes collègues et la loi est passée.
Et là encore, je vais travailler avec les sénateurs justement pour voter cette loi. Et on a voté dans les deux chambres sur président Albert que je travaille et publié. Mais là, c'est pas fini. On va travailler sur une loi comme président de la commission, sur une loi blanchiment des avoirs. La question de la corruption. Cette loi qui a une grande importance aujourd'hui. Eh bien, c'était vraiment, et j'ai travaillé sur cette loi. On a voté à la Chambre des députés, le Sénat, on a publié là. Et là encore, c'est pas fini. Le fameux, la loi électorale, pour faire passer la question du quota minimum de 30%, ou bien pour faire l'application de ce quota qui a voté en 2011. Les hommes ne voulaient pas. On a insisté, j'insiste à plusieurs fois. Justement, aujourd'hui, nous avons dans tous les bêtes du pays, au moins une femme. Mais ce n'est pas ça. Aujourd'hui, même avant ces élections, nous pouvons dire que cette année-là, avant les élections, nous avons 142 femmes élues pour la collectivité. Nous aurons à voir tout à l'heure, après les élections, environ 500 femmes CASEC, 700 environ femmes AFEC. On peut dire la gouvernance locale va diriger par des hommes et des femmes. Voilà. Et c'est tout ça ma satisfaction, mais c'est pas facile aussi. Une femme comme députée qui va, il y a la mise en accusation du président Mathilde, du premier ministre Laurent Lamont, du ministre de la Justice Sanon. Voilà, au Parlement, on va donner ce grand dossier à une femme, à confier ce dossier à une femme. Et je vais mener à bon port. Et la mise en accusation, je travaille justement pour aboutir. Et voilà, parmi toutes les députés qui étaient à la 49e, si vous regardez la chiffre, si vous regardez le bilan, on va trouver une femme. Pas un homme. Égal, peut-être, c'est la satisfaction des gens qui me regardent. Et aujourd'hui, en 2013, j'ai décroché un prix international et du département d'État américain. On donnait ça aux 10 femmes dans le monde. Mais pour avoir ce prix, il fallait faire une chose, petit à petit, changer la société petit à petit. Et voilà là, je ne sais pas si c'est ça qui motive les gens nationales, internationales. Et en 2014, j'ai décroché un prix parce qu'on cherche de plusieurs générations, des hommes et des femmes qui ont fait la politique en Haïti. On a trouvé parmi ma génération. Et je fais des choses qui vont rester et de plus de 100 ans, je ne sais pas. Et chez moi, dans ma circonscription, que je sors, Milo, Plaine du Nord, quoique je suis originaire de Milo. Pendant 8 ans, j'ai tout changé. Je ne suis pas mère, je suis là comme députée et pour faire la loi, pour appliquer la loi, pour voter les lois. Mais quand le maire, quand les CASEC
la population de Milo et de la plaine du Nord sont à Milo et la plaine du Nord. Moi, j'ai rencontré le président Matéli, ou bien j'ai rencontré le premier ministre ou quelconque de ce gouvernement. Et je l'ai regardé, je l'ai parlé et puis je dis, tu sais, voilà le problème de ma circonscription. Les jeunes n'ont pas un terrain ou bien un centre sportif pour récréer. Et ça encourage la corruption, la délinquance. Et voilà, chez moi, nous n'avons pas un lycée, un local pour que nos jeunes puissent se former. C'est moi. Nous n'avons pas de route parce qu'à Milo, c'est vraiment extraordinaire. Il y avait un palais, un monument. Pour la Caraïbe, nous avons un monument qui se trouve seulement à Milo. Il fallait venir à Milo pour voir la beauté d'Haïti. Pourquoi le palais sans souci, la citadelle, mais on n'a pas de route. Les infrastructures. Oui, les infrastructures nous manquent. Quand j'ai rencontré le président, je dis, parce que quand les touristes viennent, quand ils voient les poussières, ils ne voulaient pas retourner. Et à Milo, notre plus grande ressource, c'est le tourisme. Oui, c'est le tourisme. Pour ne pas dire le département du Nord. Oui. Et voilà, nous avons tout fait pour avoir une école professionnelle pour les jeunes parce qu'on a une tendance de donner les jeunes 1000 goudes pour acheter leur conscience, pour faire des causes politiques. Mais aujourd'hui, Josie, la députée de Milo, voulait changer les 1000 goudes en école professionnelle. Et là, nous avons un bâtiment à peine terminé. On est en train de mobilier le bâtiment justement à partir de septembre. On a une école professionnelle vraiment extraordinaire. Et bon, normalement, comme vous le savez, madame, messieurs, vous suivez votre émission Actes Jeunes qui se passe tous les samedis à compter de 2h30 sur la radio aquinoise et ainsi que vous pouvez suivre sur notre site web www.jcmgraphmagazine.com. Actuellement, nous sommes dans les locaux de Plaza Culturel, un espace que vous pouvez visiter et venir apprécier. Une fois de plus, madame la députée, Étienne Pierre, alors dis-nous, comment ça a été votre arrivée au Parlement? Comment ça a été avant de venir pour prendre la décision de devenir candidate à la députation? Comment ça a été? Raconte-nous l'histoire un peu. Comment ça a été? Quand une femme prend cette décision, ce n'est pas une décision facile. Premièrement, il faut rencontrer la famille. Quand je parle de la famille, je ne dis pas encore et le mari, les enfants, mais avant la mère, le père, pour dire voilà. Et la réponse, non, c'est pas possible d'entrer dans la politique en Haïti. C'est pas possible. Bon, du côté de mon mari, de nos maris, nous les femmes, non, on ne peut pas y aller parce que ici c'est comme ça, c'est trop dangereux. Et là, voilà, on ne peut pas gagner. D'ailleurs, c'est les hommes qui dominent. Voilà, c'est comme ça. Malgré que nous sommes à 52%. Je suis arrivée dans un moment parce que ce n'est pas moi qui étais décidée de faire la politique, d'être candidate, parce que je suis protestante et je joue le piano dès mon enfance. J'ai pas eu la chance de faire la politique. Mais un jour, les gens de Milo ont venu me trouver pour dire, Josie, cette année, nous voulons que c'est toi qui nous représente pour la circonscription Milo-Plaine du Nord. Et voilà, je lui ai dit non, je ne veux pas. Ils ont venu une deuxième fois pour dire c'est vous aussi que nous choisissons. C'est parce qu'ils ont déjà vu, chez toi. Non, avant, je joue le piano, je travaille à l'hôpital comme technicien laboratoire. Je travaille avec les organisations
qui existent dans la zone pour les aider à identifier les problèmes et à chercher les priorités, voilà, comme ça, parce que j'ai une formation sur la gestion, sur les techniques et planification, gestion projet. Là, c'est le développement pur. Et là, je travaille avec les organisations et je travaille avec toutes les institutions qui étaient existées à Milo. Alors, et là, en vous, ils ont déjà vu le leader. Peut-être parce que c'est toujours à l'église, mais je dirigeais pendant 14 ans et la jeunesse de Milo comme présidente. Quand mon mandat se termine, on nous demande de renouveler. Peut-être il y a une leadership qui était là. Alors c'est pour ça que vous avez brigué déjà 2 mandats au niveau de cela? Non, je ne dis pas c'est ça justement, non. C'est parce que quand je termine, après 32 ans, la circonscription se compose de Milo et de la Plaine du Nord. Le député sort toujours à la Plaine du Nord pendant 32 ans, non pas à Milo. Mais avec moi, j'ai tout changé. Après 32 ans, j'ai renversé ça. Et non seulement j'ai renversé ça, j'ai pris 2 mandats. 2 mandats comment? Ce n'est pas facile, non. Même quand on est accepté d'être candidat, et notre famille et la société parfois, mais arriver au Parlement, c'est difficile pour moi de même installer ou bien de sermenter. L'homme qui était à ma face était là et vient aussi de sermenter pour la circonscription. Pour sortir vivant, je suis nue à la salle de séance au Parlement. Parce qu'il y avait 11 garçons qui venaient me tuer. Cela veut dire quoi? Parce qu'on a déjà identifié comment la coiffure, l'habillement, les vêtements, les tenues comme ça, pour déranger. Alors vous pensez, vous insinuez, vous serez être... Non, il y a un député qui m'appelle le jour le 8 mai 2006 qui me disait, c'est toi qui es, je sais, me dit oui. Il dit, tu viens de Milo, me dit oui, tu viens donc. Et quand du côté du député, il m'a dit, regarde dehors. Quand je regardais, je voyais tantôt environ 11 personnes. Je dis, c'est quoi, c'est qui? Il m'a dit, ce sont ces hommes-là qui vont tuer ce jour. Waouh! Ils étaient venus, alors vous avez vu vos présumés assassins? Ouais. Et puis je dis ah bon. Et puis sagement, je retournais dans mon siège, je m'assois. Et après environ 10 minutes, ce même député retourne, comme me disait. Et il y a la personne qui est là, il va te tuer. Et il est tout près de toi. Je vais me déplacer et regarder à droite. Quand je regardais à droite, je vois l'homme qui est en train de prendre son arme pour me tuer dans la salle. Et puis... En face de toutes ces personnes? Non, il faisait tellement noir. Ok. Il n'y a pas d'électricité ce jour-là. Et où est-ce qu'il n'y avait pas d'électricité? À la salle de séance. Oui, c'était vraiment un balai. En fait, est-ce que vous pensez que ça faisait partie du complot aussi? Bien sûr. Et puis là, quand on m'appelle, on me dit, j'entends Étienne Marie-Josée. Et puis je lève et puis je regardais l'homme qui est en train de venir à ma face. Et puis il a dit, tu ne peux pas sermenter, non, tu vas mourir. Je ne dis rien et puis je rencontre le président de la chambre. Je dis, président, c'est moi qui ai jeté. Il a dit non, tu ne peux pas sermenter. Si tu as sermenté aujourd'hui, et on va mourir. Et d'ailleurs... C'était qui le président alors? Et l'homme le plus âgé. Et l'homme le plus âgé. Et on appelle ça au Parlement. Et le doyen d'Alger. C'est justement pour faire les députés sermentés. Après ça, sa mission est prise. C'est plus tard. Non. Et
le doyen d'âge. Ok, Les doyen d'âge. députés. Oui, 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 ok. Ok. Et là, il a dit d'ailleurs, vous avez des plaintes sur toi. Je dis, président, où est ton moniteur? Il a dit, il n'y a pas, il regarde. Et puis je donnais, il regarde, il a dit, tu l'as bien lu, c'est vrai. Mais si tu as assermenté ce soir, Je serai morte. oui, je dis oui, je suis d'accord d'être morte Et ce soir. vous êtes consciente aussi que vous Consciente allez mourir. que je vais mourir, mais c'est la députée qui allait mourir. Ce n'est pas Étienne Marie-Josie, c'est la députée Étienne Marie-Josie. Je viens justement, président, chercher mon titre que je veux lutter pour. Et puis, je fais le serment et après, je ne peux pas sortir dans la salle. C'était vraiment horrible, mais je sortais nu pour déranger les esprits de ces 11. Lorsque vous dites nu, ça veut dire Ouais. quoi? En tenue d'Ève ou quoi? Non, non. Je ne peux pas défier leur mère. Ok, bon, maintenant, dans toute cette histoire-là, comment ça a été l'ambiance dans votre famille durant votre enfance? Pendant mon enfance, Mhm. et j'ai grandi de 0 à 6 ans avec mon père et ma mère. Ok. Mon père m'a laissé à l'âge de 6 ans. Il allait aux États-Unis. À 7 ans, mon père envoie chercher ma mère. Et mon père et ma mère ont laissé 5 filles qui va élever par un homme. Et là, nous sommes... Notre oncle nous a considérés comme ses enfants. Tout ce qu'il a fait pour ses enfants, il nous a fait attention, tout ça. J'ai grandi dans le respect énorme. Et là, j'ai environ 3 de mes soeurs qui ne connaissent pas jusqu'à présent son père, parce que mon père n'a jamais retourné des noms. Ok, et votre mère n'a pas fait signe de vie non plus? Ma mère est actuellement en Haïti. Oui, elle est de retour pour passer quelques temps avec nous. Ok. Est-ce que c'est votre oncle qui vous a inculqué les valeurs morales et en plus la foi chrétienne? Ma mère et mon père a laissé la base. Mhm. Mon père et ma mère ont laissé la base et mon oncle a fait le suivi. La continuité. Ok. Oui, la continuité. Et là encore, c'était vraiment, nous sommes des enfants remarquables, respectés dans la zone. Et si vous pouvez vérifier, une femme candidate pour une 3e mandat est prête à regagner dès le premier tour. Alors, vous avez des intentions d'aller à un plus haut niveau au Les Parlement? gens de Milo me disaient il me doit 3 mandats. Après 3 Comme mandats, député? oui, comme député, je peux faire des postes après voulez? 3. Mais il me À la doit députation. 3. Oui, à la députation. Maintenant, j'étais élue en 2006. Mon mandat se termine en 2010. J'étais kidnappée un mois avant les élections. Oui, j'ai passé environ tout ça. Parce que faire la politique en Haïti, ce n'est pas des choses faciles. Ok. Faire des choses, faire la politique en Haïti, ce n'est pas des choses faciles. Il y a la kidnapping, il y a tout là-dedans. Parce que quand j'étais députée, Vous n'avez pas été violée? Non, Parce que vous étiez kidnappée? non, c'est grâce à Dieu. Ni mort, ni violée. Grâce à Dieu. Mais quand j'étais élue, je ne peux pas habiter dans une maison, non. Parce qu'on a des bandits qui me suivent partout. Et là, j'ai laissé les maisons et aller vivre à Visa Lodge. C'est là qu'elle me rencontre, à Visa Lodge, pendant 2 ans, à 200 $ américains chaque jour, pour échapper. Ok. Bien, à présent, nous arrivons à la fin de l'émission. Et sachez que, mesdames, messieurs, nous recevons aujourd'hui, pour ce samedi 27 juin 2015, la députée Marie-Josie Étienne Pierre, députée de Milo, Plaine du Nord.
Et Madame la députée, à Actes Jeunes, nous avons toujours un thème pour tous les mois. Alors, ce mois-ci, le thème, bon, en fait, qui sera la toute dernière pour ce mois, et ça dit ce qui ne coûte rien, ne vaut rien et ne satisfait pas. Comment pouvez-vous commenter un peu là-dessus? D'après moi, et vous pouvez reprendre. Ce qui ne coûte rien, ne vaut rien et ne satisfait pas. Oui, je partage cette opinion. Parce que si vous ne m'écoutez pas, tu ne connais pas Marie-Joséphine. Les trajets, si vous me regardez comme députée, puis tu penses que c'est une chose facile. Et quand j'ai parlé avec vous, tu m'écoutes et puis tu vois, tu n'es pas comme ça. Et en écoutant, on peut apprendre beaucoup de choses. Une personne qui n'écoute ne peut rien. Et la dernière phrase c'était ce qui ne coûte rien, ne vaut rien et ne satisfait pas. Ça veut dire si bagarre n'a pas coûté rien, il n'est pas bon rien et puis il n'est pas satisfait. Oui, je partage. Et là, si une personne ne coûte rien, je pense qu'il ne vaut rien. Parce que qu'est-ce qu'il va raconter, qu'est-ce qu'il va faire, et ne vaut rien, oui, entièrement d'accord. Et ne satisfait pas. Ne satisfait pas. Une personne qui ne coûte pas ne peut pas satisfaire. Bien, ah ben, c'est tout. Alors, comme nous disons tantôt, nous étions dans les locaux de Plaza Culturelle, un cadre attrayant dont vous pouvez apprécier et venir passer de bons moments. Alors, comme vous le savez déjà, cette émission sera retransmise sur la radio aquinoise internationale à partir de 2h30 samedi 27. Et vous pouvez suivre également sur notre site web www.jcmgraphmagazine.com. Pour la présentation, une fois de plus, c'était Bernadette Joseph. Au revoir et à la prochaine.